You don't have to know anything about art to appreciate it. You don't want to be called a graffitist. Why? Technically, what he's doing is illegal graffiti. Do you have to constantly be drawing with your head around? Well, yes, but some of the policemen are my fans. The Michelangelo of the New York subway. I like the idea of things lasting longer than you last. Artists for Everybody was like this mantra that Keith Haring really lived by. Keith articulated the idea that art is for everybody. Keith Haring, art is for everybody. For everybody. For everybody. Everybody. For everybody. He's in the act, making art for everybody. Ce qui est fascinant avec lui, c'est que sans même connaître son nom, vous avez déjà croisé ses œuvres. Ses silhouettes au contour épais, ses corps en mouvement, ses fresques où tout semble donner l'impression que le monde entier était en train de bouger. Il a inspiré des générations entières d'artistes, non seulement pour son style, mais surtout pour sa philosophie de travail. Son univers s'est infiltré partout, jusque sur un simple t-shirt vendu à des millions d'exemplaires chez Uniqlo. Cet exemple a l'air anodin, mais c'est en réalité ce qu'il a voulu faire durant toute sa vie d'artiste. Mettre l'art au service de tout le monde, le rendre accessible, le sortir des musées. Il a fait tout ça en refusant de se plier devant les règles d'un monde culturel auquel il n'a jamais voulu appartenir. Keith Haring, c'est l'art du décalage, et il a prouvé dessin après dessin qu'être différent permet d'accéder à une forme d'éternité. Ça fait des années que je veux m'acheter une œuvre originale de Keith Haring, mais le truc c'est que ça coûte cher, vraiment très cher. Alors pour m'aider dans ce projet, je gère mon argent avec Trade Republic, le partenaire de cette vidéo. Trade Republic, c'est une banque en ligne qui propose plein d'avantages vraiment intéressants. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun frais d'ouverture de compte ni de gestion et la carte virtuelle est gratuite. De mon côté, j'ai choisi la Mirror, qui je trouve est vraiment très stylée. Le SafeBack permet de récupérer 1% sur chaque achat, réinvesti automatiquement sur le plan d'épargne de ton choix. Le Roundup aussi permet d'arrondir chaque achat à l'euro supérieur et d'investir l'arrondi sur le plan d'épargne de ton choix. Le compte courant est rémunéré aussi, tu laisses de l'argent dessus et ça te rapporte 2% d'intérêt annuel payé mensuellement. Et récemment, ils ont lancé une nouveauté qui pourrait bien plaire à tous ceux qui aiment l'investissement. On peut maintenant investir sur les marchés non cotés à partir d'1€, ce qui permet d'investir aussi bien sur des grandes entreprises que sur des startups. Enfin bref, ça fait plus d'1 an que j'utilise personnellement Trade Republic et j'en suis satisfait. C'est un service que je vous recommande, toutes les infos sont dans la description. Et je les remercie d'être partenaires et de soutenir la chaîne. 1958, c'est une année qu'a vu naître des légendes de leur art, Michael Jackson, Prince ou même Madonna. C'est dans cette génération de génies que Keith Haring naît, le 4 mai plus précisément. Il grandit entre Reading et Kutztown, deux petites villes au fin fond de la Pennsylvanie, à quelques centaines de kilomètres de New York. Faut imaginer Kutztown comme le cliché d'une petite ville américaine comme on l'imagine. Il y a que des blancs républicains conservateurs qui vont à l'église tous les dimanches, qui vivent en vase clos et clairement le monde extérieur n'y est vraiment pas invité. Ouais, il n'y a pas de place pour être différent à Kutztown, non. C'est pour ça que les parents de Keith sont des gens discrets. Ils veulent se fondre dans la masse et ce qui est primordial pour eux, c'est de ne pas faire parler, pas faire de vagues. Sur son temps libre, son père aime dessiner et le petit Keith, encore à peine capable de marcher, s'assoit à côté de lui et reproduit ses gestes. Très vite et comme beaucoup d'enfants, il va tomber amoureux d'un univers bien particulier. I mean, I was really obsessed with Walt Disney a lot. I loved Walt Disney, so I watched cartoons all the time. Les personnages animés, les couleurs, les histoires, tout ça c'est fascinant pour lui et ce qui le bouleverse le plus, c'est de comprendre que des gens, quelque part sur la planète Terre, inventent ces mondes de toutes pièces. Lui il voit ça comme de la magie, mais pour son père ça va un peu plus loin que ça. I think the biggest impression that it had was that instead of teaching me to copy other cartoon characters or comics, he wanted me to invent my own characters. Il faut dire que son fils a un vrai talent, alors autant l'exploiter. Du coup, Keith prend le dessin comme un refuge, c'est sa bulle, son moyen d'échapper à une timidité maladive. Ouais, parce qu'à l'école, il est discret, presque effacé. Par exemple, pendant les cours de sport, il stresse de ce moment où les capitaines d'équipe choisissent tour à tour leur coéquipier et qu'il sera potentiellement choisi en dernier. Il n'a pas forcément peur des autres, mais il a peur que les autres le rejettent. At about 12, I started delivering newspapers, and I started a newspaper route which I delivered every day, including Sundays. And this was also actually probably interesting because it meant that from 12 until 16, which is 1970 till 1974, every day I was reading the front page of the newspaper. And this was during the end of the Vietnam War and then into Watergate. Cette activité anodine pour gagner quelques sous à dépenser dans ses petits plaisirs, ça va finalement lui ouvrir quelque chose de bien plus grand, une fenêtre sur le monde extérieur. I believe that one of the reasons for the deep division about Vietnam is that many Americans have lost confidence in what their government has told them about our policy.
On est dans une époque où le président des États-Unis c'est Richard Nixon et sa politique à lui c'est l'exclusion et la répression. La guerre du Vietnam, interminable, envoie des milliers de jeunes soldats s'embourber dans un conflit qui déchire son pays, mais surtout qui questionne, parce que plus le temps passe, plus le sens de cette guerre échappe à tout le monde. Et pendant ce temps-là, les bombes continuent de tomber et les cercueils reviennent du Vietnam. Kiss, ça le traumatise. Il lit dans les journaux qu'il distribue que les jeunes afro-américains, déjà discriminés dans leur propre pays, sont envoyés en première ligne, utilisés comme chair à canon par une nation qui les traite comme des citoyens de seconde zone. En gros, les noirs sont moins importants que les blancs. I suppose even just from the time I was a little kid, I had this tremendous guilt about, from learning all the things that white people had done. The more I learned about everything, from whether it was what they did during World War II to Japanese people in California and putting them in camps, to what they did to Indians, to the whole civil rights movement. I felt a much closer affinity to culture and people of color. Il réalise à ce moment-là que pendant des centaines d'années, les populations blanches ont juste commis les pires atrocités. Le massacre des populations autochtones d'abord, sur les terres desquelles ont été construits les États-Unis, et la récente période de ségrégation, conséquence directe de centaines d'années d'esclavage. Il peut pas rester les bras croisés face à ça, alors même s'il est encore qu'un adolescent, il décide de s'engager. Avec un ami, ils se mettent à participer à des manifestations anti-Nixon dans leur ville et ses alentours. Autant dire qu'à Kutztown, c'est pas trop ça la DA. On est plutôt du genre à vivre les volets fermés, retranchés derrière des clôtures parfaitement blanches, drapeaux américains piqués à l'entrée dans des jardins parfaitement entretenus. Hurler des slogans anti-guerre pendant des manifestations, c'est pas trop le style. Et ça fait flipper ses parents. Bah ouais, eux ils veulent pas faire de vagues, mais leur fils il fait tout l'inverse. Ils sentent que Kiss est en train de leur échapper, et ils s'inquiètent du fait de voir leur fils mettre les deux pieds dans la contre-culture américaine des années 60. Tout ça leur semble un peu étranger et menaçant, mais Kiss lui il s'en fout de ça, il sait ce qu'il a à faire. After high school, I went to a commercial art school in Pittsburgh for 6 months. So I went to this commercial art school on my own savings, really, from being a paperboy or whatever. And after 6 months, realized that no matter what, I didn't want to do that. Ça le fait chier, c'est pas pour lui. Kiss, il a autre chose en tête. Il le sent, c'est le moment, il faut partir pour New York. New York 1978. À ce moment-là dans la ville, c'est le chaos. Oubliez l'image de la carte postale que vous avez en tête, Times Square saturé de lumière, les avenues brillantes, les buildings rayonnants, ces couchers de soleil sur la skyline, les taxis jaunes. Non, le New York de la fin des années 70, c'est exactement l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, mais encore pire. New York à ce moment-là, c'est une ville qui attire personne. Les façades sont délabrées, dehors ça pue la pisse, il y a des prostituées à quasiment chaque coin de rue, il y a de la corruption et la plupart des bâtiments sont soit abandonnés, soit partis en fumée. Bah ouais, parce qu'un des grands jeux de l'époque, c'était de mettre le feu à son logement pour toucher les sous de l'assurance. C'est dans ce petit enfer que débarque Kiss Haring, et lui, il adore. New York City was burned out. New York City was bankrupt. It was like a war zone. However, at the same time, Wall Street was booming. That dichotomy was what Kiss was depicting. En ville, ça bouillonne, et dans cette crasse, Kiss sent quelque chose d'autre, une énergie à part. Comme souvent dans les lieux délaissés, comme Détroit par exemple, il y a une scène d'artistes underground hyper active. New York déroge pas à la règle, il y a une vraie communauté qui se forme, ils se côtoient, s'inspirent et se donnent du courage. Étant donné que la ville est dégueulasse et que tout est à l'abandon, la vie coûte pas trop cher sur place et les artistes ont du temps pour créer. Bon, il faut un minimum quand même, donc pour se faire un peu d'argent, Kiss enchaîne les petits boulots comme laveur de carreaux par exemple. Et quand il fait pas ça, il dessine, tout le temps et partout, c'est obsessionnel pour lui. Puis il y a un truc qui va tout changer, son entrée à la School of Visual Arts. Là, son esprit s'éveille, il a l'impression que tout devient possible. Tout devient support à expérimenter, tout devient une toile sur laquelle s'exprimer. Et il faut aussi une découverte qui va changer sa manière de voir. I've learned from semiotics in choosing to repeat certain things. In their repetition, they gain importance and significance and turn into something else, turn into a different kind of sign. Bon, en gros, ça, c'est un feu de circulation. Quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est vert, tu passes. Et quand c'est orange, tu dois prévoir l'arrêt. Mais on n'a pas besoin d'avoir 18 ans ou même de faire 10 ans d'études pour le savoir. Même un enfant le comprend assez vite. C'est ça la sémiotique, l'étude des signes, des symboles et des significations cachées. Alors, passionné de sémiotique, il se met à faire des collages de textes. Il prend une phrase et réarrange ses lettres pour lui donner une signification totalement différente. Ça vient de la Beat Generation. Les artistes de ce mouvement, c'était un peu des Kiss Haring avant l'heure. Ils avaient un mode de vie décousu, consommaient beaucoup de drogue, écoutaient beaucoup de musique, et surtout, ils étaient très libres amoureusement. Des traits qui font littéralement partie de la vie de Kiss Haring et dont il va s'inspirer. Mais ces inspi, elles vont aller plus loin que ça. Il prend pour référence les fameux personnages de Walt Disney de son enfance,
Les peintures de Picasso, de Pierre Alechinsky et de Matisse, la calligraphie et même les hiéroglyphes. Avec cette base, il essaye, comme ses modèles de la Beat Generation, d'inventer des nouveaux langages artistiques. Puis il commence à s'intéresser à la photo et au cinéma. Il se filme lui-même en gros plan pendant qu'il joue avec la caméra. Il construit aussi des œuvres avec du code Morse en hommage à son père, passionné de radio amateur. C'est bizarre, mais dans l'esprit un peu fou de Kiss, tout est logique. Et toute cette phase de découverte va nourrir ses dessins et alimente ses œuvres. Ce changement de vie lui a complètement libéré l'esprit en fait. La nuit, il plonge dans un monde qui dort jamais, des passages de club en club, des fêtes à chaque coin de rue. La réputation de New York comme ville insomnie, c'est le quotidien de Keith Haring. Et dans cette folie de la nuit, Keith trouve une nouvelle famille, la communauté LGBT. There are a lot of kids here. And if we catch you with a homosexual, the rest of your life will be a living hell. The CBS News Public Opinion Survey indicates that sentiment is against permitting homosexual relationships without legal punishment. Bon, niveau ouverture d'esprit aux États-Unis quelques années plus tôt, c'était vraiment pas ça. Alors quand des gays envahissent les clubs de la ville et passent des soirées entières à écouter du disco et danser, ça plaît pas trop aux autorités locales. À tel point qu'en 1969, des policiers violentent des danseurs à la sortie du Stonewall, un bar gay. Des émeutes vont s'en suivre, les émeutes de Stonewall qui vont durer pendant 3 jours. De ce chaos et cette violence va émerger un peu d'espoir. C'est le début d'une prise de conscience internationale en faveur des droits de la communauté LGBT. Mais c'est aussi le symbole de tout le chemin qui reste à parcourir. Exemple, quand t'étais un homme ou une femme queer à l'époque, tu devais te promener avec un sifflet sur toi pour demander de l'aide si tu te faisais agresser. En bref, ce genre de personnes n'étaient pas en sécurité. Du coup, elles avaient besoin de leur safe place. C'est donc dans ce contexte que des lieux alternatifs et des boîtes de nuit où on joue du disco deviennent une sorte de refuge pour cette communauté. Alors bienvenue chez eux, au Club 57. Au Club 57, on danse, on boit, on fait du théâtre, on lit de la poésie, regarde des films et on se nourrit de l'énergie de New York. Bon, c'est un joyeux bordel, mais un bordel où la créativité fait la loi. Là-bas, beaucoup de jeunes artistes se rassemblaient, Keith Haring va y croiser la route de pas mal de monde. C'est par exemple là-bas qu'il devient pote avec Madonna ou Andy Warhol par exemple. Mais il se rapproche surtout de ce mec-là, c'est Jean-Michel Basquiat. Leur style est différent, mais ils s'inspirent mutuellement. Basquiat est un artiste intense, profond, en questionnement perpétuel sur son art et son rôle. Keith, lui, a une portée plus universelle. Sa vision est davantage ouverte sur le monde. Pour lui, l'art peut avoir un rôle social. Ils vont devenir comme des frères l'un et l'autre. Et quand ils sont pas au Club 57, on peut les retrouver là, au Paradise Garage. C'est l'endroit sur Terre où Keith se sent le mieux. Il y est tous les week-ends, et même quand il fera des tournées dans le monde entier, il prendra soin de rentrer faire la fête le week-end, pas n'importe où, mais ici, au Paradise Garage. Alors comment expliquer ce que je vais vous dire avec des mots simples ? En gros, New York, à ce moment-là, dans les endroits que fréquente Keith Haring, tout le monde s'emboîte, littéralement. Si vous voyez ce que je veux dire. En gros, tout le monde couche avec tout le monde et Keith Haring devient presque accro à ça. C'est un grand moment de découverte et de liberté pour lui, ce qui va alimenter son art et l'inspirer. Du coup, ses nouvelles créations... ouais, voilà. Il y a des zizi partout dans ses œuvres, ça devient porno, c'est comme une de ses nouvelles marques de fabrique. À cette époque-là, pas grand monde connaît encore Keith Haring, mais il se sert de ce genre d'œuvres choquantes pour commencer à attirer l'œil. En fait, c'est la première brique qui va façonner Keith Haring en tant qu'artiste. Son art devient une extension de sa personnalité, de son histoire et de ce vers quoi il veut s'engager. Et tant pis si ça scandalise, tant pis si ça lui vaut des critiques. Parce que pour lui, la clé de la réussite, c'est de rester à tout prix soi-même et de pas avoir peur de s'inscrire en décalage des standards d'une époque. Quitte à paraître ridicule sur le moment, les convictions seront toujours plus fortes que les tendances. Mais bon, tout ça c'est bien beau, l'art c'est cool, mais Keith, il est en galère d'argent. We needed a place to live. They called it a 2-bedroom. It was like I had a bedroom and Keith lived in a closet. It was like literally the size of a sleeping bag. Il dessine tout le temps sur tous les supports possibles et imaginables. Il couvre les murs de dessin chez lui, mais aussi dans son école. Keith veut être partout, à commencer par les murs de sa ville. On dirait que dehors, une révolution est en marche. Vous ne connaissez peut-être pas les taggers, mais vous avez sûrement vu leurs traces. Au début des années 80, un nouveau style d'art arrive à New York et s'apprête à prendre le monde par surprise. Quand il découvre ça, Keith devient fou. Il est fasciné par cette explosion de créativité et surtout parce que c'est illégal, donc c'est excitant. Le hip-hop et sa culture, le rap, la danse, le graphe, tout ça c'est vu comme une simple trend de passage à l'époque. Les autorités en sont scandalisées et les médias disent tous que c'est une fantaisie qui durera que quelques
quelques mois ou quelques années grand max. Mais Keith Haring, il est convaincu du contraire. Les graffitis sont libres, ces artistes ne sortent pas d'une école d'art et il suffit de peu de choses pour aller taguer sur des murs. C'est l'inverse de ça ou ça. En gros, tout ce que Keith Haring déteste. C'est un art populaire, accessible à tous, mais qui envoie une grosse dose d'adrénaline. Les graffeurs, eux, ils taguent dehors, mais pas Keith. I really don't even remember how the subway drawings first started. I mean, I remember when I started, but I don't really remember why, except that I had noticed one of the empty black panels, and it just seemed to be the perfect place to have a drawing. So I went above ground, bought a piece of chalk, and went back down and did it. Alors ça y est, c'est parti. Il passe des journées entières à traverser New York en métro et à s'arrêter à chaque arrêt pour voir s'il pourrait pas dessiner quelque part. Et quand c'est vide, c'est pour lui. Ça pendant des jours et des jours. Au bout de quelques semaines, ça commence à faire du bruit. Énormément de personnes sont passées devant des dessins de Keith Haring dans le métro et pendant qu'il trace des petits animaux, des hommes en mouvement ou des soucoupes volantes, pas mal de personnes reconnaissent ce qu'il voit et commencent à le regarder faire. À ce moment-là, Keith Haring réalise un truc. Les personnes qui aiment son art et qui s'arrêtent pour le regarder faire dans le métro, elles ressemblent pas vraiment aux personnes qu'il imagine aller dans des musées. Du coup, lui, ça le motive encore plus à créer de l'art pour tout le monde. Son truc à lui, ça a jamais été les galeries, ces endroits où des gens un peu distingués se réunissent pour parler pendant des heures d'une œuvre qu'ils sont même pas sûrs de comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ses œuvres n'avaient même pas de nom. Lui, son truc, c'était de laisser son public débattre sur les symboles de ses dessins et il a rarement pris position. En fait, lui, il voulait surtout pas intellectualiser son art. En laissant l'interprétation libre, il le rend universel, le contraint à rien, l'enferme nulle part et ne fait pas le jeu des critiques. Keith, lui, veut toucher les gens dans leur quotidien. Il tombe en face de ses œuvres quand ils marchent dans la rue, quand ils rentrent chez eux dans le métro, quand ils font la fête ou qu'ils profitent de leur temps libre. Et c'est grâce à cette vision que ça y est, il est connu maintenant à New York. Mais malgré tout, il y a un problème. C'est marrant, on l'est viré dans le métro là à dessiner toute la journée. Mais s'il veut continuer, il va falloir qu'il fasse des sous. Et en même temps, il voit certains de ses potes artistes vendre des œuvres à plusieurs milliers de dollars. Du coup, il se dit, pourquoi pas moi ? Et même s'il en a rien à faire des galeries, il sait qu'il y a une hype sur lui qui commence à naître et c'est peut-être le moment d'en profiter. Du coup, il commence à mettre en vente quelques-unes de ses œuvres et un groupe va en acheter 10 d'un coup. Keith est comme un ouf, alors il rentre chez lui, à Kutztown, sort une grosse liasse de billets devant ses parents et il leur dit « Vous voyez, j'ai réussi. Des gens payent pour s'acheter mes dessins. » Et ça, c'est irréel, pour lui comme pour ses parents. To go from being a bicycle messenger to reselling a painting for $10,000 seems like this extraordinary amount of success. Le truc, c'est qu'il est sur le point de devenir une grande star et il fait face à des nouveaux défis. Des défis qui pourraient bien, s'il fait pas attention, mal tourner pour lui. Mais c'est bien mal le connaître. Drawing in the subway always had a kind of element of kind of fear of the unknown because you always had to be prepared to get arrested, to get caught, and getting locked up for a few hours. Keith, while he was a student at School of Visual Arts, he came to help me as an assistant. He and his friend Kermit Oswald came to help to prepare exhibitions, paint walls, and install things, and take things down, of course, and wrap and pack. You know, as you get ready for a show, you need some preparation, of course. Lui, c'est Tony Shafrazi, un homme influent dans le milieu de l'art. Quand il découvre Keith, c'est une révélation. Il a beau être ce galeriste que Keith Haring déteste, il veut lui donner sa chance. Keith fera alors sa première exposition en solo chez Tony en 1982 dans le quartier de Soho, puis il enchaîne avec une autre, et encore une autre, et en un rien de temps, Keith Haring va devenir une sorte de nouvelle rockstar de New York. Le mec qui dessinait à la craie dans le métro il y a encore quelques mois vend maintenant des tableaux pour des sommes à 6 chiffres. S'il a autant de succès, c'est déjà grâce à la simplicité de compréhension de ses dessins et aussi parce qu'il aborde les sujets du quotidien, l'unité, la paix, la liberté, la sexualité et l'amour. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Sauf qu'en réalité, les dessins de Keith Haring sont faussement simplistes. Il travaille tout dans le moindre détail. Ça peut paraître facile à faire, mais ça ne l'est pas du tout et c'est en ça que Keith va devenir très influent. Il met l'art au service de tout le monde et attire des publics qui de base ne sont pas du tout intéressés par ça. Cette envie d'accessibilité, elle se traduit aussi par les supports qu'il utilise pour peindre. Ces toiles, ça peut être des grandes bâches pliables et réutilisables, du bois ou même des murs comme à l'ancienne dans le métro. Et ça aujourd'hui c'est presque banal, mais à l'époque c'est une folie. Des artistes comme Banksy reconnaîtront bien plus tard avoir été inspirés par Keith Haring sur sa manière d'amener l'art dans la rue. À ce moment-là, niveau créativité, c'est la folie. Le Barking Dog, le Radiant Baby, deux pièces qu'il dessine en boucle et qu'il rendent reconnaissables partout à New York.
Le bébé, c'est un hommage à l'innocence. Pour Kiss, il n'y a rien de plus pur et de parfait qu'un bébé. Il les voit comme le futur et leurs rayons symbolisent leur pouvoir. En fait, ils s'inspirent des dessins d'enfants. Ils sont simples, innocents et avec le moins de détails superflus. Mais des dessins d'enfants qui deviennent la proie de toutes les spéculations du monde de l'art. Friends from all over the world began to tell him, oh, you know, they're selling Keith Haring t-shirts in Thailand. Oh, you know, I saw Keith Haring sneakers in Berlin. Ah ouais, ils veulent s'approprier son art. Kiss aime pas trop ça. Et il a sa petite idée pour ruiner toutes les personnes qui veulent se faire de l'argent sur lui. When Keith Haring opened the Pop Shop in 1985 on Lafayette Street, it signaled a significant shift in the way that youth culture was going to express itself. C'est une des premières fois qu'un artiste d'une telle envergure fait quelque chose comme ça. Le but, c'est pas de faire de l'argent, mais encore une fois de faire en sorte que l'art soit à la portée de tout le monde et de tous les portefeuilles. They misunderstood a lot of things that Keith did. I mean, the Pop Shop they thought was a commercial endeavor. He wasn't going to get rich off of selling t-shirts and blow up pillows and buttons. This wasn't about money. It was about accessibility, and it was about him reaching people, and it was about spreading the creative energy that he had. À cette époque, des dessins de Keith Haring se vendent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et si on ajoute à ça la moindre signature sur un objet insignifiant, ça peut lui donner une cote énorme. Un jeune fan qui lui fait signer un t-shirt, est-ce qu'il est intéressé par sa signature ou est-ce qu'il a prévu de le revendre pour des milliers de dollars immédiatement après? C'est des questions qui se posent et il a jamais vraiment la réponse. Alors c'est pour lutter contre cette question qui le hante qu'il a créé le Pop Shop et c'est un énorme succès. C'est à ce moment-là que des grandes marques viennent toquer à sa porte. Il fait des campagnes pour Absolute Vodka, peint une BMW pendant une journée entière et travaille même avec Swatch. En plus de son travail avec les marques, il commence à faire des ponts avec d'autres univers artistiques. Il est appelé pour créer des pochettes de singles et d'albums, comme pour David Bowie ou Run DMC. Il peint même le corps de Grace Jones avant des performances scéniques et pour son clip I'm Not Perfect But I'm Perfect For You. Ça fait encore plus de bruit et là il y a un effet boule de neige qui fait que le monde de la mode vient le chercher pour travailler avec lui. Alors curieux de tout ça et capable de multiplier les supports de création, Kiss accepte de développer une ligne de vêtements avec Malcolm McLaren et surtout Vivienne Westwood. Pour ces marques, c'est une stratégie maligne. Afficher un dessin de Keith Haring sur un t-shirt ou n'importe quelle autre matière, c'est à la fois un choix esthétique et surtout symbolique. Bref, à ce moment-là de l'histoire, le boss il s'appelle Keith Haring. Du coup, il profite de sa notoriété du moment pour mettre en avant des jeunes artistes qu'il aime, à commencer par cette jeune fille là, c'est Madonna. Il va l'inviter à performer pour son anniversaire, la Party of Life. One night we went to the Paradise Garage and it was the first night that Madonna appeared in public. Who was this girl? And I turned to Arnie and I said, well, what's the big deal? And he said, Andy said she's going to be the biggest thing ever. You see. And I said, oh, right. Et si elle devient connue après ça, c'est notamment parce qu'au fait de Kiss, maintenant on croise du beau monde. Son pote Basquiat, Andy Warhol, Yoko Ono et même un certain Michael Jackson. Il a beau être devenu quelqu'un d'important, ses luttes contre l'homophobie, la guerre, la drogue, le racisme et les exclusions restent sa priorité. Ces personnages donnent parfois l'impression d'avoir la tête dans les nuages, mais lui, il garde les pieds sur terre. Il avait aucun droit de faire ça, mais je crois qu'il s'en foutait. Enfin, non, il s'en foutait pas du tout. C'était même exactement ce qu'il lui fallait. And I remember him telling me that he was arrested for doing that. He was arrested for doing the Crackers Whack Wall. On serait tous dégoûtés à sa place. Mais lui, il avait prévu tout ça. Il savait que s'il était arrêté, des médias allaient le soutenir en protestant, que des associations locales se positionneraient pour lui, et il finit par être libéré sans aucune poursuite judiciaire. Et ça, c'était que le début d'une longue série. Pendant un rassemblement anti-nucléaire, il distribue 20 000 dessins et messages qu'il imprime avec son propre argent. Il va aussi peindre le mur de Berlin avant qu'il soit détruit avec des personnages qui se tiennent la main et des couleurs vives. Pendant l'élection de Ronald Reagan en 1981, il s'engage aussi auprès des manifestants. Il va également faire un mural avec inscrit Free South Africa pour protester contre l'apartheid, et un autre We the Youth, littéralement nous sommes la jeunesse, pour célébrer le bicentenaire de la Constitution américaine. Ces messages vont faire le tour du monde et seront repris partout. Keith Haring était connu aux États-Unis, mais il devient un symbole d'engagement mondial. En quelques années, il fait plus de 50 installations publiques, notamment dans des hôpitaux, des orphelinats, souvent gratuitement et en collaboration avec les populations locales. He just insisted, you know, okay, now this year I have a show in Paris and I have a show in Milano and I have a show in wherever, and that's great, and I've got to produce all this work, but
I insist that when I go, I also want to do something lasting and meaningful that will remain, something that will help people and, something that brings joy. En fait, ça devient ce gars du peuple. Il a percé, ouais, mais il restera toujours fidèle à ça. Par exemple, il fait un mural en hommage aux 100 ans de la Statue de la Liberté en 1986 et il va travailler avec 900 enfants pour le finir. Il va aussi venir en France pour faire un autre mural imaginé en 1987 pour l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants à Paris. Il crée encore et encore, toujours plus vite, mais c'est comme si c'était jamais assez. Il est devenu boulimique de travail, il a la sensation de ne pas avoir assez de temps pour accomplir tout ce qu'il aimerait faire. There was a sense once Keith Haring got established in the art world that he should change his methodology and his approach to not just art making, but to the institutions and the market of art. It's true that maybe the art community, especially the art establishment, may not be that sort of into Keith's work. The reason being because he has done so many works, probably. Bah ouais, il en sort trop et ça fait baisser sa cote globale. Parce que les clients d'art, eux, ils veulent acheter de l'exclusif. Pas quelque chose qu'on voit partout, ils veulent de la rareté. Vous vous doutez bien de la réponse de Keith Haring à ça. Il va en faire encore 2 fois plus. La spéculation, ça sera jamais son truc. Avec lui, pas de plan, pas de croquis, pas d'arrière-pensée. Il arrive quelque part, dessine, fait une œuvre marquante en quelques heures et repart d'où il est venu. Puis il recommence encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit forcé à ralentir. Parce qu'autour de lui, ses proches meurent, petit à petit, un à un. People have this idea about the 80s as being so fantastic. I tell people, no, the 80s were terrible. AIDS arrived, and it wasn't called AIDS, it was called gay cancer. We didn't know what it was. But that pretty much ended the fun. It was horrible. I mean, can you imagine, being in your 20s and all your friends and they're all dying? La maladie ronge son entourage. Il s'y habituera jamais, mais c'est tellement fréquent que ça devient même plus une surprise. Et pourtant, son monde va s'écrouler en 1988. Now I fit exactly the classifications of actually having AIDS. So for the first time it was a reality that now it was going to begin to happen to me, and now I had to deal with it. It's like I knew that it was going to happen, but somehow that doesn't prepare you anymore for that moment when you know that that's it. And the first thing to do is you break down, whatever. Went and sat by the river and cried and cried and cried and cried. But then it's like, well, you can't just, it's like you have to go on. You get yourself together and you realize that this is not the end right there, and that there's other things, and you've got to continue, and you've got to figure out how you're going to deal with it and confront it and face it. Il est une des premières personnes connues à annoncer publiquement sa séropositivité. Il le fait dans les pages du magazine Rolling Stone dans un article qui va faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, c'est le genre de situation où une personnalité recevrait sûrement beaucoup de soutien. Mais à l'époque, il est traité comme un paria. Dans la société américaine des années 80, les personnes atteintes du sida sont perçues comme contagieuses et il serait potentiellement dangereux de les fréquenter. Lui qui était devenu la star du moment, invité partout, maintenant, tout le monde l'évite. Keith avait déjà conscience de ça, mais il se rend encore plus compte à quel point il est essentiel de renverser les clichés associés à cette maladie. Alors plutôt que rester dans son coin, il va accélérer le rythme et créer encore plus. C'est à ce moment qu'il imagine ce dessin qui deviendra le symbole du combat contre le sida dans le monde entier. Silence égale death et ignorance égale fear. Ce dessin, c'est pour protester contre le traitement envers les personnes atteintes du sida. À partir de là, il sait que le temps est compté et il entre dans une sorte de folie créative. Ses dessins deviennent de plus en plus sombres et surtout transpirent le désespoir qui monte en lui. Du sang, des poignards, c'est le chaos. Keith Haring prend conscience que la fin approche et il en est dégoûté. He did say to me, and I have so much to do. I have so much to do. And I remember once going into his studio and he was working feverishly, and I was saying to him, like, well, what's going on? He said, I just have so much to do. This is the last drawing by Keith. He struggled so bad. He really wanted to show that he could still do it. And it was really hard for everyone. I was sitting with him and I held him. And I said that I knew he could understand me, that he could hear me, and that everything was going to be okay, and his legacy was going to live on. His agitation stopped, and I said, I know you can, you know what I'm saying. And then he died.
like a couple hours later. 10 ans, c'est la durée de la carrière de Keith Haring, autant dire un grain de sable dans le sablier de l'histoire de l'art. Pendant ces 10 années, il a couru contre le temps, comme s'il pressentait que son compte à rebours serait plus court que celui des autres. Il a peint les murs du métro, recouvert des façades, multiplié les collaborations et donné son énergie sans retenue. Chaque trait, chaque danseur, chaque bébé, chaque chien aboyant était une façon de dire « je suis là et je veux que ça reste ». Ces personnages ne se sont jamais arrêtés de courir, ces bébés rayonnants continuent de naître et renaître sous nos yeux, ces murs parlent encore plus de 30 ans après sa mort. Keith Haring avait un rêve, que l'art échappe au musée, qu'il vive dans la rue, dans les mains de tout le monde, dans le regard de n'importe qui. Ce rêve, il l'a gravé à tout jamais, en créant de toutes ses forces jusqu'au bout. Aujourd'hui, Keith Haring est partout. Dans les musées, oui, mais aussi sur un t-shirt Uniqlo, une tasse de café ou une station de métro. Son langage est devenu universel, compris d'un enfant comme d'un adulte, d'un New-Yorkais comme d'un Tokyoïte. Son corps s'est arrêté, alors qu'il n'avait que 31 ans, mais ses lignes, elles, n'ont jamais cessé de bouger. Et je crois que c'est comme ça que, personnellement, j'ai compris l'œuvre de Keith Haring. Avoir transformé une courte vie en une œuvre infinie.